Mesdames et messieurs, bonjour, enfin bonsoir plutôt, et bienvenue à notre Assemblée Générale 2023, que l'on va essayer de faire ça de manière évidemment ronde, claire, précise pour vous. On va essayer de vous expliquer pourquoi on a de nouveau fait ça, et je vais le faire d'ailleurs, pourquoi on a de nouveau fait ça online cette année, et vous expliquer les projets également, surtout le projet pour l'année prochaine 2024. Grande année d'élection d'ailleurs pour nos élus et comment au travers de cette ASBL Biprosumer on va pouvoir également se faire entendre et faire entendre l'ensemble de nos revendications. Voilà, donc véritablement on va vous présenter évidemment les votes. Alors les votes, beaucoup d'entre vous nous ont écrit, alors déjà aujourd'hui en nous disant ben voilà je n'ai pas su voter, je n'ai pas reçu les votes et autres. Manifestement, le message de l'année passée n'est pas très bien passé, c'est le cas de le dire. Il faut savoir que depuis l'année passée, en fait, l'ensemble des membres effectifs de l'ASBL, ça a été voté en termes de modification statutaire en 2022, sont en fait les membres, ou tout au moins les membres du conseil d'administration, les membres fondateurs de l'ASBL, les anciens administrateurs et les administrateurs actuels. Alors, est-ce que ça veut dire par là que vous n'aurez plus le droit de vote? Certainement pas. On l'avait déjà d'ailleurs fait au moment du tarif prosumer. Il est bien clair que dans les grandes orientations que l'ASBL devra prendre, ou les grandes décisions qui vont en fait requérir systématiquement ce qui va nous sembler un avis plus large, vous continuerez bien sûr à recevoir des votes qui seront, et je m'y engage ici devant vous, aujourd'hui c'est filmé, contraignant. Si jamais à la majorité simple des votes, nous avons par exemple un non sur une grande question que nous vous poserons, la réponse évidemment au niveau du conseil d'administration sera non également, ce seront des votes contraignants. Au niveau de l'actualité, bien sûr vous allez pouvoir poser beaucoup de questions et par rapport notamment aux grands dossiers. Les grands dossiers, le premier grand dossier, souvent celui que vous pensez quelquefois oublié pour les plus anciens dans cette ASBL, le dossier des certificats verts. Le dossier des certificats verts existe toujours, il est toujours bien présent. On est toujours en justice devant la Cour d'appel de Liège, devant qui nous irons normalement plaider avant la fin de cette année 2023 pour un résultat et un jugement attendu par cette Cour. Début, tout au moins, fin du premier trimestre 2024. Ce sera particulièrement intéressant à avoir comme jugement. Vous allez bientôt recevoir un email pour l'ensemble des 19 500 requérants qui va vous inviter à venir encoder votre numéro de registre national. Alors ce n'est pas nous, en termes de données, qui avons besoin de ce numéro de registre national, ce sont les greffes du tribunal qui nous l'imposent. Donc nous n'avons pas réellement le choix. Vous devrez communiquer votre numéro de registre national que nous communiquerons évidemment uniquement au greffe. Ensuite, au niveau d'un autre dossier, je répondrai bien évidemment à toutes les questions par la suite. Il y a toute une séance de questions-réponses en direct qui sont prévues. Là, la future méthodologie tarifaire, est-ce qu'on va garder un tarif prosumer à partir de 2025? Est-ce que les fameuses plages horaires différentes vont nous amener beaucoup de différences dans notre facture? On va vous expliquer ça également au travers du question-réponse. J'imagine qu'il y aura des questions aussi et des réponses à ce niveau-là. Donc, ne vous tracassez pas, on va essayer de vous expliquer les choses, si ce n'est que nous n'avons toujours aucun chiffre. La COAP, en fait, a pris les grandes orientations au niveau de sa méthodologie tarifaire, mais sans la chiffrer. Il se laisse encore un peu de temps pour amener les chiffres, et là aussi, comptez sur nous pour que, au niveau des chiffres, l'intérêt, en tout cas des membres de Biprosumer, soit protégé à ce niveau-là, et également votre avis sera important. C'est d'ailleurs un des grands motifs pour lesquels on va retourner vers vous dès que nous aurons les chiffres du régulateur. Ensuite, troisième grand dossier, évidemment, actuellement, les décrochages d'onduleurs. Alors là, on est en pleine, évidemment, en pleine réflexion par rapport à ça. On fait vraiment un travail de fond. Rémi s'occupe, donc Rémi, notre vice-président, vous le connaissez depuis l'année passée, s'occupe essentiellement de ce dossier de décrochage d'onduleurs. Et en date du 6 juillet, nous serons d'ailleurs auditionnés au niveau de la commission énergie du Parlement wallon. Donc vous voyez, c'est dans quelques jours. Vous pourrez suivre cela en direct également sur YouTube. Nous vous partagerons le lien, évidemment, pour que vous puissiez suivre cela en direct l'après-midi, à partir de 14h, notre présence au Parlement wallon pour répondre aux questions des députés, justement sur cette problématique du décrochage d'onduleurs, que d'aucuns
et je pense que même au niveau de l'exécutif, on tentait de minimiser il y a encore quelques mois d'ici. Aujourd'hui, ils se rendent compte que le phénomène devient exponentiel et que vous êtes des dizaines de milliers aujourd'hui en Wallonie, clairement, à avoir votre onduleur qui se coupe à certains moments de la journée, voire même pendant une grosse partie de la journée, ce qui évidemment, à nos yeux, est inacceptable, mais on essaye de trouver des solutions aussi, en collaboration avec la COAP, les GRD et l'exécutif pour pallier à cela, puisque remplacer le câble évidemment du réseau et tout le cuivre en fait, et renforcer le réseau ne va pas se faire en un mois. Et les problèmes sont latents, de Comines-Warneton en passant par Verviers jusqu'à Virton, voire même pour certains qui vont m'entendre prononcer le mot, jusqu'à Orval. Voilà, donc troisième ou quatrième plutôt grand dossier, l'achat groupé de batteries. Vous avez probablement peut-être vu passer un article de presse dans Sudinfo hier. Oui, j'ai bien annoncé qu'il y aura avant la fin de l'année un achat groupé de batteries. On y arrive pour les nouvelles installations pour qui ça va être particulièrement intéressant et même pour les plus anciennes installations également. Je me suis rendu 3 jours à Munich pour aller voir un petit peu où en était le marché actuellement. Aujourd'hui, les statuts de la SBL, depuis l'année passée, justement, nous donnent cette possibilité d'organiser nous-mêmes un achat groupé de batteries si nous le souhaitons et nous allons le faire. Donc là aussi, on va retourner vers vous avec une grande enquête en fait. Tout simplement, on va essayer de prendre, vous prenez 4 ou 5 minutes pour répondre à cette enquête. Elle vous parviendra normalement au plus tard, au tout début, à la rentrée du mois de septembre, sur lequel vous pourrez clairement vous positionner, donner votre avis par rapport à votre idée éventuelle de mettre des batteries de stockage chez vous. Et surtout, on vous expliquera les désavantages et surtout les avantages d'obtenir une batterie à domicile. Au mois de mai l'année prochaine, normalement, retour de notre Assemblée Générale au WEX. On a vraiment envie de marquer le coup. Si on retourne au WEX, en fait, on s'est posé, on s'est donné finalement une idée dans laquelle on s'est dit, voilà, on loue 2 palais complets au WEX uniquement pour faire une Assemblée Générale. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser également les palais pour d'autres choses là-bas, les grands halls du WEX pour autre chose? Donc ça, c'est une idée qui nous traverse l'esprit. On va voir si nous pouvons la mettre en place, mais pourquoi pas au travers de notre Assemblée Générale. Je sais que vous êtes friands de cela, tout au moins ceux qui ont fréquenté, en fait, organiser le premier salon du photovoltaïque en Wallonie. Pourquoi pas? Alors ça, on va encore y réfléchir, évidemment, de toute prochaine semaine au niveau de la faisabilité, parce qu'on est quand même sur des budgets, sur une étude qui doit être faite pour avoir une certaine rentabilité par rapport à ça. Ce que l'on veut surtout, c'est que, outre le fait de bénéficier à fond de votre installation, évidemment à 100% de votre installation photovoltaïque, que vous ayez les possibilités de voir quel type de grade on va pouvoir amener sur cette installation, quel type de nouvelles choses arrivent sur le marché, les véhicules électriques, beaucoup de questions vont arriver par rapport à ça. Et notre but sera évidemment de pouvoir répondre et de vous montrer tout ce qui existe sur le marché. Voilà, donc je vais céder la parole à Rémi, notamment pour les résultats des votes. Et ensuite, c'est Rémi qui prendra l'ensemble de vos questions auxquelles je tenterai pendant quelques dizaines de minutes d'y répondre au maximum, bien évidemment. Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée Générale 2023 de Biprosumer. Donc, vous pouvez déjà, à mon avis, poser vos questions. Je regarde ici la technique au niveau des commentaires de la vidéo. Et on va tout de suite passer alors à la présentation des comptes pour l'AG ici. Donc ça, c'est toi qui présentes les comptes? Oui, je peux présenter les comptes, il n'y a absolument aucun problème. Alors, au niveau des dépenses, vous voyez qu'il y a eu moins de dépenses en 2022 qu'en 2021. Et essentiellement sur un poste important qui évidemment sont nos avocats. Pourquoi? Parce qu'en 2021, on avait de nouveau encore les frais du tribunal de première instance de Liège. Un tribunal qui d'ailleurs nous a poussé à aller en cour d'appel tout en sachant, encore une fois, que dans le cas de ce fameux dossier des certificats verts, la responsabilité, la reconnaissance de la faute de la région wallonne a bien été écrite dans le jugement. Ce qui était particulièrement d'ailleurs intéressant pour nous, c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à aller évidemment jusqu'en appel, parce que nous avons un argument à faire valoir là-dessus, que l'on développera avec vous. On vous tiendra au courant d'ailleurs dans les toutes prochaines semaines. Les conclusions définitives ont déjà été remises d'ailleurs aux grèves du tribunal. Voilà, vous voyez la fluctuation, c'était essentiellement dû évidemment à ce méga procès de 2021.
qui s'est terminé d'ailleurs en 2021, qui a amené un peu plus de frais par rapport justement à 2022. Vous voyez la ventilation des frais. Les frais de communication restent sensiblement identiques en termes de proportion en euros. On a également évidemment quelques frais d'assurance qui sont totalement sporadiques dedans. Les frais de fonctionnement, c'est simplement les kilomètres par exemple des administrateurs qui se déplacent avec leur véhicule personnel. Et voilà. Mais de nouveau, il n'y a absolument aucune rémunération pour les administrateurs, quels qu'ils soient. Nous sommes toujours depuis, en ce qui me concerne, et d'autres depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans maintenant, bénévoles, voilà, pour vous servir au mieux. Voilà, donc le slide suivant, la ventilation également des recettes. Là, vous voyez que par rapport à 2022, on a reçu une différence en termes de recettes. Elle vient d'où essentiellement cette différence par rapport à 2021? C'est que l'ensemble des nouveaux membres qui arrivent et qui nous rejoignent en 2022 ne payent plus, c'est une décision qu'a pris le conseil d'administration, ne payent plus les 30 € supplémentaires qui servaient essentiellement à financer le méga procès des certificats verts contre la région wallonne. On a laissé à ce moment-là le plus grand nombre arriver avec 10 €. On a toujours souhaité l'équité financière. On ne savait pas que 10 ans plus tard, on serait encore là à un moment donné, et tout au moins avec un nombre aussi important de membres dans la SBL. Donc voilà un petit peu la différence qui s'explique entre 2021 et 2022. L'état des comptes, voilà, en toute transparence, vous voyez les 3 banques chez qui les comptes sont fixés, 2021 et les comptes 2022. Vous voyez que les réserves sur ces comptes et le roulement n'a pas beaucoup bougé, avec quand même une diminution aux alentours de 16 à 18 000 €. Voilà, vous avez les numéros de compte sur lesquels nous avons déposé l'argent des cotisations, parce qu'il s'agit bien de ça, bien évidemment, et le nom des banques avec les numéros de compte sur lesquels elles sont déposées. La ventilation des frais au niveau des bureaux d'avocats, c'est essentiellement, bien évidemment, Boyle en 2021 qui a pris l'essentiel des frais. C'est lui qui portait d'ailleurs une grosse partie du budget au niveau du recours devant le tribunal de première instance de Liège. Fidal et Kettels avaient le reste, notamment au niveau du budget directement. Aurélie, vous savez qu'elle travaille vraiment sur les questions tout à fait spécifiques de droit public et de droit administratif. C'est vraiment vers ça que l'on va dans notre recours devant la Cour d'appel. Et donc voilà, en 2022, on a déjà eu un rééquilibrage au niveau de nos frais d'avocat, notamment parce qu'on les consulte aussi beaucoup sur des dossiers annexes. Alors ne vous dites pas, oui, mais les avocats, finalement, on les paye uniquement pour les procès et les procédures et autres, c'est absolument énorme. Non, non, évidemment, on les consulte énormément pour d'autres questions, parce que croyez-moi, plus c'est compliqué, plus l'exécutif a tendance évidemment à se complaire dedans et de se dire, ben voilà, on va compliquer les choses. Donc nous, on doit souvent faire relire les avis, tous les avis que l'on remet par nos avocats. Ça prend évidemment des dizaines d'heures pratiquement tous les mois. Donc voici pourquoi les frais vous paraissent en fait parfois un peu importants, mais ils sont également d'une grande aide. Au niveau des frais fournisseurs, voilà, vous voyez là, vous avez une ventilation complète des frais de nos principaux fournisseurs. Voilà, les Belga, les Bipost, les imprimeurs tels qu'ils apparaissent, la presse, les banques, WebDigit, c'est notre agence qui s'occupe de notre site internet. Voilà, vous avez à peu près tout qui est ventilé clairement dans les slides qui sont à votre disposition également. L'évolution des dépenses et des recettes 2021-2022, ben ça je suis déjà revenu dessus tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un équilibre assez subtil, tout au moins le plus possible entre les recettes et les dépenses. Ça c'est notre trésorier, c'est Joël Elsot qui veille particulièrement à cela. Il aime bien de garder ses réserves telles qu'elles sont et de ne pas dépenser sur une année plus que l'ensemble des rentrées. C'est d'ailleurs pourquoi on insiste toujours sur le fait, évidemment, que cette SBL finalement ne fonctionne qu'avec les cotisations de ses membres. Il n'y a absolument rien d'autre en termes de recettes qui vient dedans. Et donc, dans ce cadre-là, je crois que c'est assez remarquable encore d'avoir autant de recettes après 10 ans d'existence, même si, évidemment, on donne beaucoup de temps aussi de notre côté à l'ensemble de l'organisation de la SBL. La répartition des soldes par banque, voilà, vous les avez. La ventilation, c'est la ventilation simplement au camembert des chiffres que l'on vous a donné tout à l'heure avec les numéros de compte et les montants qui étaient fixés dessus. Voilà, je vais laisser la parole à Rémi pour notamment les votes de 2023.
Alors au niveau de l'approbation des comptes 2022 et du budget 2023, donc nous avons 14 votes en faveur et un vote en défaveur. Au niveau de la décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes, nous avons 15 oui. Au niveau de l'approbation de la démission en tant qu'administrateur de Jean-François Remy, nous avons 12 oui et 3 non. Au niveau de l'approbation de la démission en tant qu'administrateur de Michel Tombeux, nous avons 15 oui. Au niveau de l'approbation de la démission en tant qu'administrateur de Michel Skepens, nous avons 14 oui et 1 non. Au niveau de l'approbation de la nomination en tant qu'administrateur d'Eric Kleimans, nous avons 15 oui. Au niveau de l'approbation de la nomination en tant qu'administrateur de Loïc Biot, nous avons 15 oui. Au niveau de l'approbation de la nomination en tant qu'administrateur de Christophe Lombard, nous avons 15 oui. Et voilà qui clôture l'approbation de la nomination et des démissions des administrateurs de la SBL Biprosumer. Voilà, juste un petit point sur le nombre en fait, de votes que vous voyez là. Encore une fois, les membres fondateurs sont toujours considérés comme membres effectifs. Vous restez en tant que membre, bien évidemment, membre adhérent. Je répète ce que j'ai déjà dit au début de cette Assemblée générale. Les membres fondateurs, les anciens administrateurs et les actuels votent pour l'approbation des comptes. Donc même ceux qui sont démissionnaires, évidemment, gardent à ce moment-là un droit de vote. Les membres tels que vous, l'ensemble des membres en fait, de la SBL, vous serez consultés de manière contraignante avec des votes pour les grandes orientations que nous devons prendre au niveau de la SBL. Après vous avoir expliqué, il y aura en termes de méthodologie tarifaire des choses qui vont sortir d'ici peu de temps. On va évidemment vous les soumettre au vote après vous les avoir bien évidemment expliqués. On donne notre avis également au travers de ça. Vous l'aurez également au travers des médias pour savoir si oui ou non, dans certains cas, nous devons contester en justice ou pas certaines décisions qui sont prises, soit chez le régulateur, parfois chez les GRD ou au sein même de l'exécutif wallon. Voilà, donc je pense qu'on va passer ici aux questions-réponses. Alors j'en ai déjà recensé quelques-unes. Une personne ici nous dit que les batteries sont une fausse bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, Régis ? Alors, les batteries, en fait, ne vont pas résoudre l'ensemble, malheureusement, des problèmes que le réseau rencontre, ni même vous affranchir totalement, finalement, des coûts de réseau ou des coûts inhérents au réseau de distribution. Alors, les batteries, elles sont en fait une partie de la solution. Les batteries doivent vous permettre, on voit souvent les batteries, en fait, uniquement sous un terme, ou tout au moins avec une finalité financière. Les batteries, elles amènent également autre chose. Elles amènent un backup, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous permettre d'avoir de l'énergie directement en cas de coupure de courant. Alors on se dit, oui, mais finalement, coupure de courant, chez moi, ça arrive une fois par an, le courant revient après 1 heure. Ok, oui, très bien, mais quand vous avez un orage et une pompe vide-cave et que l'ensemble du courant est coupé chez vous, je vous assure que moi je suis dans le cas, je me suis déjà fait quelques frayeurs également. Les batteries peuvent être là également pour mieux gérer en fait les flux d'électricité entrant et sortant de vos panneaux. Et donc dans le cadre des décrochages d'onduleurs, on a également une demande qui arrive à ce niveau-là pour savoir si oui ou non les batteries vont pouvoir être une partie de la solution. Elles le seront, c'est très clair. Nous avons déjà aujourd'hui un parti au gouvernement qui a demandé au gouvernement wallon, qui a demandé que les batteries soient subsidiées, telles qu'en Flandre. C'est une chose que nous appuyons aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir si oui ou non nous allons pouvoir obtenir un subside ou pas sur les batteries, puisque ces batteries, à partir du moment où elles sont passées, vont également pouvoir aider le réseau de distribution à moins décrocher. Encore une fois, ça ne va pas empêcher l'ensemble du réseau, vu les problèmes inhérents qui sont dessus, de décrocher, mais elles sont une partie, en tout cas, de la solution. Pour les nouveaux prosumeurs qui vont arriver à partir de 2024, qui n'auront plus la compensation, eh bien, à partir de ce moment-là, eux auront tout intérêt, évidemment, couplé à leurs panneaux photovoltaïques dès qu'on vient leur installer, de mettre des batteries. L'idée derrière cet achat groupé et autres, c'est de pouvoir négocier au mieux une installation de batterie qui puisse profiter à un maximum de personnes qui le
souhaiterait. Et donc voilà pourquoi on va le faire. Maintenant, encore une fois, c'est un choix de tout un chacun. On a des gens qui nous disent: Régis, c'est pour quand les batteries? Ça fait 2-3 ans que tu nous les promets. Je sais que vous êtes venus, pour certains d'entre vous, à Marchand-Famenne. Vous avez vu les premières batteries Mercedes qui étaient ici en Belgique, qui ont été exposées et autres. Aujourd'hui, il y avait, avec la compensation et le compteur qui tourne à l'envers, il n'y a pas vraiment un grand marché qui s'est ouvert, mais il va arriver. On va de plus en plus être incité à consommer notre énergie lorsque nous la produisons, a fortiori surtout pour les nouveaux prosumeurs, j'insiste, pour les nouveaux prosumeurs à partir de 2024, puisque eux n'auront plus de compensation. Pour vous qui avez déjà des panneaux aujourd'hui ou qui en auraient avant le 31 décembre 2023 et qui seront réceptionnés par un organisme agréé, eh bien, à partir de ce moment-là, vous conserverez votre compensation jusqu'à fin 2030. C'est encore repassé pour confirmation sur la table du gouvernement ces derniers jours. Alors, est-ce qu'il y aurait une taxe sur ces batteries ? Alors, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune taxe quelconque qui est prévue sur ces unités de stockage. Je rappelle également que le Parlement européen a voté en décembre 2020 une loi, tout au moins une directive, ce n'est même pas c'est vraiment quelque chose de contraignant pour les États membres, une directive qui leur impose en fait de ne jamais taxer les unités de production d'énergie renouvelable et ou les unités de stockage. Donc, dans ce cadre-là, l'Europe ne veut absolument pas que les États membres puissent taxer les batteries et ou les panneaux photovoltaïques. Alors, évidemment, on sait ce qu'il en est, malheureusement, quelquefois, au niveau des changements ici en Wallonie. C'est un petit peu ce qui fait que cette SBL est là aussi, c'est-à-dire de surveiller et d'être particulièrement vigilante. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il n'y aura jamais de taxes sur les batteries? Il ne faut jamais dire jamais. Ça pourrait, on ne sait jamais, ça pourrait en effet arriver, mais nous, on est là à ce moment-là pour essayer de la contrer de manière évidemment juridique et très claire. Maintenant, aujourd'hui, ils ont tellement de problèmes au niveau du réseau de distribution que ce serait complètement idiot d'aller taxer évidemment des batteries. La Flandre ne le fait pas du tout. La Flandre gère beaucoup mieux son réseau aujourd'hui que la Wallonie. En tout cas, rencontre beaucoup moins de problèmes au niveau de Fluvius. Mais en Flandre, aujourd'hui, sur 10 nouvelles installations photovoltaïques, 8 sont équipées de batteries à la commande. Alors pourquoi ne pas se battre pour continuer la compensation après 2030 ? Mais simplement parce que là, c'est clairement il n'y a plus qu'en Belgique que l'on trouve une compensation, c'est-à-dire un compteur qui tourne à l'envers. Pourquoi ne pas se battre contre ça ? Parce qu'on est sûr de perdre dès le départ, il n'y a rien à faire, c'est une directive également de l'Union européenne. Alors là, on peut me dire, oui, mais l'Europe, c'est l'Europe qui décide pour la Belgique et autres. Je vous rappelle que ce fameux principe de compensation, eh bien, l'Europe a autorisé, je vous assure que ça a été de haute lutte, parce que j'ai vu les négociations, ça a vraiment été de haute lutte en 2020, en pleine période Covid, quand l'accord est tombé sur notamment le tarif prosumeur. La compensation, sa fin était également sur la table. On a réussi, et heureusement que Biprosumer était là, sinon la compensation passait clairement à la trappe, vous ne l'auriez plus eu. Et ici, nous avons réussi à la faire postposer jusqu'au maximum que l'Europe a accepté, la Commission a accepté de la maintenir jusqu'à fin 2030. Il ne faut pas oublier non plus que cette compensation perturbe, et c'est vrai, celui qui connaît un peu l'énergie peut perturber également les fournisseurs. Et les fournisseurs d'énergie aujourd'hui, on se dit, ouais, mais ils sont pleins d'argent, les fournisseurs d'énergie. Alors c'est le cas évidemment pour certains, et qu'on peut compenser certaines pertes, parce que les prosumeurs, nous on est là également, on tente de produire. Certaines sociétés ont compris qu'on allait devenir les premiers partenaires justement des fournisseurs d'énergie dans l'avenir. D'autres ne l'ont pas compris, ont tenté de placer d'ailleurs des frais d'équilibrage. Il y aura peut-être des questions d'ailleurs à ce niveau-là qui vont revenir. Non, ici clairement, après 2030, l'Europe impose à la Belgique de mettre fin au système de compensation, ce qui sera le cas, mais qui nous laisse encore de nombreuses quand même années avec ce compteur qui tourne à l'envers. Alors, on va parler éoliennes. Les installations forcenées des éoliennes sur le territoire wallon sont responsables aussi de la saturation du réseau. On n'en parle jamais. Les prosumeurs seraient-ils les dadons dans cette affaire ? Alors, les éoliennes. Alors ça, c'est un grand point. Là, on a en fait deux avis qui se télescopent. Alors, on me dit d'un côté, oui, mais tu sais, Régis, les éoliennes ne perturbent pas, ou tout au moins, elles n'engendrent pas, n'ont absolument aucun rôle sur le décrochage des onduleurs et sur les hausses de tension sur le réseau basse
et moyenne tension, elles sont raccordées en haute tension directement. Alors c'est très bien, j'entends, mais moi j'entends quand même également de professeurs d'université, de deux notamment professeurs d'université, un bien connu de Liège et un autre de Louvain, qui m'a contacté à ce niveau-là et qui eux ont un avis qui est quand même beaucoup plus mitigé et argumenté. C'est-à-dire qu'ils ont déjà apparemment réalisé des études là-dessus qui montrent clairement qu'une congestion peut arriver au niveau évidemment des postes haute tension. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le réseau basse et moyenne tension est engorgé, et d'ailleurs Elia s'en est plein, si je ne m'abuse, c'était au tout début du mois de mai, dans lequel l'électricité sur les marchés de gros était dans un prix négatif, donc concrètement on payait pour l'évacuer, tellement il y avait de l'énergie, et certains gestionnaires de parcs éoliens ont continué ou ont demandé aux gestionnaires de réseau de continuer à faire tourner leur éolienne uniquement pour aller chercher le certificat vert, même si l'énergie était à un prix négatif. Et Elia s'est plaint de cela parce que lui devait à ce moment-là gérer son équilibrage. Un réseau électrique, c'est vraiment tout un équilibre qui est vraiment très spécifique. Et voilà, donc clairement, oui, pour moi, elle joue un rôle. Les éoliennes ont leur raison d'être là, mais je ne peux plus ou je ne peux pas accepter à un moment donné que l'on vienne faire porter des responsabilités de déséquilibre du réseau à des gens qui ont mis leurs panneaux sur le toit, alors que l'on continue avec un foisonnement complet d'un parc à l'autre tout le long de nos autoroutes et de nos campagnes. C'est d'ailleurs un problème. Deuxième problème qui se pose, vous allez le voir également, vous allez encore pouvoir peut-être mieux profiter de vos panneaux, puisque les taxes fédérales sur les kilowattheures que vous consommez, donc vraiment les kilowattheures que vous consommez en plus que votre production, elles ont fait x3. Alors ça, vous n'êtes pas encore beaucoup à être au courant, mais on est passé de 1,7 centimes au kilowattheure à presque 4,7 centimes au kilowattheure, presque x3 à ce niveau-là. Pourquoi ? Uniquement, cette taxe va servir à financer les parcs éoliens en mer du Nord. Donc oui, évidemment, ça va être répercuté sur la facture des consommateurs. Encore une fois, quand on nous a reproché que le certificat vert, finalement, qu'ils étaient répercutés sur la facture des consommateurs, on est quand même très loin de voir une diminution aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup moins de certificats verts dû à la suppression par l'ancien gouvernement de 2013 des 5 dernières années. On est quand même très loin de voir sa facture énergétique baisser. Alors, on va passer au décrochage. Ores ne répond plus aux plaintes de décrochage. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, je peux vous en dire plus à ce niveau-là. Pourquoi Ores ne répond plus ? Ils sont débordés. Ils ont tellement, évidemment, maintenant de plaintes qui rentrent au niveau de leurs différents services que Ores, aujourd'hui, est complètement débordé. Alors, est-ce que c'est vraiment de la faute d'Ores ? Ores doit assumer, au même titre que les autres GRD, leur responsabilité dans la gestion, évidemment, de leur réseau. N'oublions pas non plus qu'à un moment donné, il faut quand même reconnaître que ce conseil d'administration, ces cadres qui travaillent, qui sont salariés chez Ores, ils doivent répondre à un conseil d'administration où on retrouve essentiellement des bourgmestres, des échevins, parfois qui sont mandatés au travers de leur commune, puisque les actionnaires sont en fait les différentes communes wallonnes qui, plutôt que de demander au GRD ou d'imposer au GRD d'investir dans ces merveilleux outils qui était quand même l'arrivée des véhicules électriques, c'est pas tout nouveau, c'est pas tombé depuis le 1er janvier de cette année, plutôt que d'investir dans leur réseau, eh bien simplement sont allés mettre leurs doigts dans le pot de miel pour combler les trous qu'ils avaient dans leurs budgets communaux. Et donc c'est vraiment là qu'il va falloir retourner. Moi, je vais me mettre d'accord aujourd'hui avec vous. Ce que l'on va faire d'ici aux prochaines élections de 2024, on va vous faire des lettres types. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a refait un nouveau site internet. On va vous faire des lettres types dans lesquelles vous allez pouvoir, de manière pratiquement automatique, interroger l'ensemble de vos mandataires communaux, puisqu'on va revoter également au mois de septembre pour eux, pour de nouveau élire les différents mandataires dans nos communes pour avoir un petit peu leur avis par rapport justement à cela. Donc, clairement, Ores, aujourd'hui, se retrouve sous un flux de plaintes absolument incroyable. La Coop leur a octroyé pour la future méthodologie tarifaire des moyens supplémentaires. Et je rappelle ici à nos amis les GRD, puisqu'on travaille aussi avec eux sur ces dossiers-là, on essaye vraiment de voir si on peut mettre des choses en place ensemble pour améliorer la situation.
c'est de leur rappeler qu'ils ont une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Donc là, je vais être très clair, ils ont une obligation d'équilibrer leur réseau. Si leur réseau décroche à un moment donné, c'est leur pleine et entière responsabilité. Maintenant, encore une fois, tout le réseau et tous les problèmes ne vont pas se régler, croyez-moi, en quelques jours ou en quelques mois. Clairement, le président de la Coop l'a annoncé il y a peu de temps au Parlement, les patrons des GRD sont venus également en parler. Il va falloir, mesdames et messieurs, des années. Donc nous, on travaille avec eux déjà sur des premiers tests et sur des améliorations tout à fait spécifiques avant le compteur en termes d'équilibrage de phases et autres pour essayer déjà de rééquilibrer certaines choses et de pouvoir agir de manière immédiate. Ce sera d'ailleurs Rémi qui fera la présentation devant le Parlement wallon le 6 juillet et qui leur expliquera cela, toutes les petites choses finalement que l'on peut mettre en place pour essayer que vous puissiez bénéficier en tout cas ou jouir de vos panneaux photovoltaïques à 100%. Alors dans le même ordre d'idée, on dit que ce n'est pas normal de payer une taxe prosumer, que les faiblesses du réseau vous sucrent le quart de votre production et qu'en plus on doit faire les frais d'une batterie pour résoudre le problème, que les GRD les financent alors. C'est ce dont on vient de parler. Je corrobore en tout cas la réflexion. On vous a dit que le tarif prosumer que nous payons est un tarif en fait qui était solidaire et qui devait justement permettre à l'amélioration et surtout à une utilisation rationnelle du réseau de distribution. Très bien. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous payez un tarif prosumer justement pour profiter d'un réseau et pour bon nombre d'entre vous aujourd'hui, vous n'en profitez plus à 100%. Là, évidemment, ça commence clairement à poser un énorme souci. C'est pour ça que je vous ai dit que les gestionnaires de réseau sont tenus à une obligation de résultat. Et donc, clairement, oui, il va falloir qu'il y ait des plans d'action qui soient mis en place également par les GRD de manière très rapide. Non, et je corrobore, il n'est pas normal de ne pas avoir un réseau aujourd'hui qui fonctionne. Est-ce qu'il faut, et je reviens vraiment sur ma réflexion, en vouloir aux GRD? Certes, ils sont en partie responsables, mais ce sont surtout les actionnariats locaux, les communes, qui sont responsables aujourd'hui du sous-investissement dans le réseau. C'est eux qui votent au conseil d'administration et qui devaient imposer à l'équipe dirigeante d'Orez d'investir les sommes voulues dans leur réseau. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer au niveau du nouveau compteur, si on doit l'appeler un compteur digital, un compteur double flux, un compteur intelligent ou un compteur communicant? Est-ce que ce sont différents compteurs? Est-ce qu'ils sont tous en un et qu'est-ce que ça veut dire exactement toutes ces dénominations? Alors, on va déjà oublier l'appellation compteur intelligent parce qu'il est bête comme ses pieds, ce compteur en fait. Il compte simplement ce que vous injectez et ce que vous prélevez. Je vais garder les deux appellations qui sont les plus usitées, c'est compteur double flux et surtout compteur communicant. Pourquoi est-ce que je conserve les deux? Parce que, en fait, lorsque vous installez ce compteur, alors moi, en fait, je l'ai fait installer chez moi fin juin. Donc, j'ai demandé qu'Orez vienne m'installer ce nouveau compteur. On a quand même eu certaines garanties par rapport à l'utilisation de ce compteur. Et ce n'est pas la malheureuse intervention du patron de la régie de Wavre dernièrement au Parlement wallon qui va remettre cela en cause. Je pense qu'il s'est déjà rendu compte actuellement de ce qu'il avait dit et qui techniquement n'est absolument pas correct et légalement il ne peut absolument rien mettre en place à ce niveau-là. Mais le double flux me paraît, entre guillemets, l'appellation la plus usitée, la plus courante et peut-être parfois la plus correcte. Pourquoi? Parce que ce compteur, en fait, vous allez pouvoir, si on vient vous installer ce compteur, et on va venir, encore une fois, ce n'est pas une volonté wallonne, le déploiement de ces compteurs communicants, c'est une obligation, une directive européenne en termes de ce qu'on appelle la smartisation des réseaux et des échanges interpays au niveau de l'énergie. C'est de nouveau l'Europe qui a imposé le déploiement de ces compteurs. Alors, on a pris beaucoup de retard en Wallonie. La Flandre en a déjà 2 millions de déployés. Je pense qu'ici en Wallonie, je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'on doit en avoir à peu près 140 000. Vous voyez la différence, le gap entre les deux régions. Et moi, je l'ai fait installer. Pourquoi? Parce que je voulais, avant toute chose, voir comment ça fonctionne. Et je préfère que ça fonctionne moins bien chez moi que chez vous. Donc comme ça, au moins, je peux avoir un retour pour vous communiquer les meilleurs conseils possibles. Ce compteur, en fait, c'est quasiment le seul point ou la seule manière qu'ont les GRD
de voir si, oui ou non, dans une rue ou dans différentes maisons, les onduleurs décrochent. Il est faux et totalement faux de croire que si une maison décroche dans une rue, toutes les autres maisons, les onduleurs se mettent également à l'arrêt parce qu'elles font partie de la même rue. Ce n'est pas toujours le cas, loin de là d'ailleurs. Et donc justement, ça permet à ce moment-là aux gestionnaires de réseau de mieux équilibrer. Attention, à partir du déploiement des compteurs communicants, il vous est toujours possible, c'est noté notamment dans le décret électricité, il vous sera toujours possible de demander la neutralisation de la fonction communicante. Moi, chez moi, personnellement, je l'ai laissé, ça ne me dérangeait pas. Il n'y a absolument rien d'intrusif. Vos données sont envoyées une fois pendant la nuit, en fait. Donc, elles ne sont pas envoyées toutes les 5 minutes ou savoir si vous êtes là pour déclencher votre lave-vaisselle et autres. Croyez-moi, un smartphone est beaucoup plus intrusif que ce type de compteur d'ailleurs. Mais voilà. Ici, on est plutôt sur quelque chose que j'appellerais plutôt compteur double flux, mais vous pourrez demander la neutralisation de la fonction communicante si vous avez ce type de compteur double flux. Et aujourd'hui, est-ce qu'il a un intérêt? Oui, clairement. Dans la gestion des réseaux, il a un intérêt, mais je tiens quand même à insister sur le fait que ça reste le choix de tout un chacun. Voilà, donc on ne vous dira jamais, il faut que vous sautiez à deux mains dessus, prenez ce type de compteur. Il peut résoudre certaines choses dans le cadre des décrochages et notamment permettre au GRD de mieux mesurer, mais ça reste, en tout cas, c'est notre discours clair, le choix de tout un chacun de le refuser ou de l'accepter. Alors ici, on va passer donc, qu'est-ce qui se passe avec la régie de Wavre? Le compteur intelligent va-t-il diriger les onduleurs et limiter l'injection? Alors, la régie de Wavre n'est pas le GRD avec lequel nous avons le plus facile de communiquer. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'écrire une lettre il y a quelques années d'ici à cette régie qui m'a retourné une tartine de 3 pages très vindicative et absolument incompréhensible. On a quand même de bien meilleures relations, en tout cas, avec les plus grands GRD qu'avec ce micro-GRD, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment une toute petite région dans laquelle, en fait, on a voulu absolument maintenir un conseil d'administration et un GRD à ce niveau-là. Je pense que les propos ont été malheureux de la part de monsieur Le Bussy, en l'occurrence, qui était auditionné au Parlement, qui en est d'ailleurs, si je ne m'abuse, le patron de ce GRD. C'était vraiment des propos malheureux qui n'ont d'ailleurs jamais été discutés dans Synergrid, ce que l'on appelle en fait, c'est une association de tous les GRD. Jamais aucune décision n'a été prise à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas... J'ai même été contacté par des gens d'Elia qui m'ont dit « mais je ne comprends même pas comment on peut aller raconter des choses pareilles devant un Parlement. Il n'est absolument pas possible pour ce type de compteur de piloter votre onduleur à distance. Là, par contre, ce serait particulièrement intrusif. » La communication qui, pour moi, a encore été la plus malheureuse, ça a été cet hiver, la communication qui a été donnée par le président Macron. Vous voyez que là, on passe de la Wallonie en France, mais on a nos 2 réseaux qui se touchent, nos 2 frontières également, qui est allé dire au tout début de l'hiver, lorsqu'il y avait pénurie de gaz, bien, chers Français, oui, on a toujours gardé la possibilité, à un moment donné, vu que notre parc nucléaire est en grande partie maintenance actuellement du fait de toute la maintenance qui devait être faite pendant toute la période Covid n'a pas pu être faite. Donc, ils se sont retrouvés avec pas mal de réacteurs à l'arrêt. Et donc, dans ce cadre-là, si jamais nous venions à manquer d'énergie, oui, il est possible que les compteurs Linky, nous puissions limiter le ponctionnement, donc la quantité d'énergie qui serait ponctionnée au travers du compteur directement sur le réseau. Communication absolument malheureuse. Les nouveaux compteurs qui sont installés maintenant, ce sont des Syconia directement par la marque, le marque Syconia directement par les GRD. Nous ne voulions pas de cette technologie dépassée de compteurs Linky. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes battus il y a quelques années en commission. On ne voulait pas que ces compteurs soient déployés chez les prosumeurs, ou tout au moins chez les membres de Biprosumeur, parce que ces compteurs font des technologies complètement dépassées d'une part, et eux sont particulièrement intrusifs, transmettent les données par courant porteur de ligne. C'est assez... c'était des compteurs qui n'avaient pas grand intérêt. Vous ne saviez même pas voir, parce qu'avec les nouveaux compteurs maintenant communicants, vous savez uniquement sur votre compteur en branchant votre port communicant P1,
même pour vous, hein, sur une application de smartphone, il y a des petits appareils qui coûtent 30-40 €, eh bien, peuvent automatiquement, à ce moment-là, vous pouvez suivre vos productions, ce que ne permettait pas le Linky à l'époque. Alors, peut-on refuser le compteur communicant ? Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le choix de chacun. Il y a maintenant une modification qui est sur la table du ministre Philippe Henry pour accélérer. Le gouvernement veut accélérer, le gouvernement wallon, hein, veut accélérer le déploiement des compteurs communicants. Moi, je pars du principe que vous pouvez le refuser. Ce compteur, il est fixé à votre mur. Est-ce que ça a un intérêt maintenant de le refuser ? Croyez-moi, j'essaye encore vraiment d'être totalement transparent avec vous. Il y a beaucoup moins de crainte que ce que l'on a cru également au départ par rapport au caractère intrusif de ce compteur-là. Et surtout, je vais bien insister là-dessus, si vous choisissez de mettre le compteur communicant, 2 règles. Vous dépendez de RESA, vous pouvez le demander quand vous voulez. Il n'y a pas de problème, même s'il relève vos index, vous conserverez, vous ne perdrez pas votre compensation sur les index, même si ce n'est pas votre mois de relevé. Ça, c'est pour RESA. Pour ORES, par contre, si vous choisissez vous-même de le mettre et ORES, s'il choisit de venir vous l'installer, uniquement le mois dans lequel vous avez normalement votre relevé, idéalement, faites-le placer au moment de votre relevé annuel. C'est pour ça que moi, on est venu le mettre voilà, au mois de juin, parce qu'à Fernelmont, moi j'habite la commune de Fernelmont, on est relevé au mois de juin. Parce que sinon, là, avec ORES, vous risquez de perdre quelques kilowattheures ou le surplus que vous aurez produit pendant quelques mois durant l'année. Alors, est-ce que le fait d'avoir un compteur communicant va annuler ma compensation ? Non. Votre compteur continue à tourner à l'envers, même si vous n'avez plus de roulette mécanique que vous voyez tourner à l'envers, vous avez toujours ce que vous prélevez, ce que vous produisez. Eh bien, sur le compteur de jour, j'ai prélevé fin de l'année, j'invente, hein, mais 1500 kWh, j'en ai produit 1500 également, eh bien, ils vont simplement faire 1500 moins 1500, 0, compensation, évidemment, jusque fin 2030. Donc, le fait d'accepter ce type de compteur, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, n'annule en aucun cas votre compensation. Il y a juste une chose à laquelle vous devrez faire attention dans les prochains mois, prochaines années, c'est de ne pas, si vous êtes prosumeur et que vous voulez garder votre compteur qui tourne à l'envers, intégrer une communauté d'énergie. On va en voir fleurir peut-être d'ici quelques années certaines aux 4 coins de la Wallonie, c'est-à-dire la possibilité de s'échanger de l'électricité entre voisins. C'est très bien. C'est vraiment, en tout cas, à mes yeux, une très très bonne chose. Ça permet également de maintenir les coûts. Mais attention, si vous intégrez une communauté d'énergie, automatiquement, vous devrez renoncer à votre compteur qui tourne à l'envers et à votre compensation. Ce que je ne vous conseille évidemment absolument pas. Alors, où en est-on au niveau des frais d'équilibrage et où en est Mega par rapport à ça ? Alors, au niveau des frais d'équilibrage, c'est assez cocasse, puisque maintenant, nous avons les 3 fournisseurs qui ont appliqué ces frais d'équilibrage. Alors, dans l'ordre chronologique, je pense que c'est Octaplus qui les a appliqués en premier, et puis ça a été Mega, et ensuite ça a été, si je ne m'abuse, Total Energy, qui est arrivé avec ces frais d'équilibrage. Eh bien, aujourd'hui, ils écrivent encore à leurs clients, qui sont restés d'ailleurs par miracle, je pense, chez eux, en leur disant, eh bien écoutez, voilà, on va diminuer ou on diminue les frais d'équilibrage pour qu'ils ne ressemblent pratiquement plus à rien, revenez chez nous comme clients et autres. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est aller ou rester chez des grands fournisseurs d'énergie qui n'ont absolument aucun intérêt à aller, eux, vous taper au portefeuille. Généralement, ces grands fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils produisent. Ils n'agissent pas comme des traders. Et donc, à partir de ce moment-là, s'ils produisent, automatiquement, ils savent équilibrer leurs tarifs. C'est vrai qu'on a eu de grandes disparités au niveau des tarifs, mais ces grands fournisseurs savent que demain, vous serez les premiers acteurs également et leurs premiers clients en termes de production et de consommation d'énergie. Donc, clairement, restez chez ce type de fournisseur ou allez-y au moment de votre relevé annuel. C'est à ce moment-là, généralement, qu'on change de fournisseur pour des personnes qui ont les panneaux photovoltaïques pour être sûr, justement, encore une fois, de ne pas perdre de compensation. Donc, je sais qu'ils adaptent un peu leurs tarifs actuellement,
mais ils maintiennent un tarif prohibitif. Clairement, ils ont eu peur, ils ont voulu se débarrasser à tout prix de ce type de client qui ne leur rapportait rien. Eh bien, partez avec les gens de votre famille chez d'autres fournisseurs, prenez vos contrats de gaz, prenez vos clics et vos claques, allez chez des gens qui, eux, n'ont pas essayé de vous taper au portefeuille au moment où c'était le moins opportun. Alors, quelques questions ici, ou des confusions en tout cas que je peux détecter. Si on garde le compteur qui tourne à l'envers, peut-on attendre pour placer des batteries? Donc, est-ce que le compteur qui tourne à l'envers est seulement le compteur actuel qui est le compteur électromécanique, ou est-ce que le compteur communicant continue de tourner à l'envers? Alors, si vous placez des batteries, vous conserverez le compteur qui tourne à l'envers. Le fait d'avoir une batterie ne change absolument rien, si ce n'est que ça va augmenter, bien évidemment, votre taux d'autoconsommation, puisque plutôt que d'aller rejeter l'énergie à un moment donné sur le réseau, vous allez la rejeter dans votre batterie, et en fait, de votre batterie, ça va vous servir comme backup le soir, la nuit, le matin, lors des pointes du matin et du soir. Et donc, attention, parfois, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, et à juste titre, hein, dans une autre question peut-être, mais des personnes qui font installer des batteries et qui passent également, qui vont avoir un véhicule hybride ou électrique. Alors hybride, parfois avec des plus petites batteries, 15-20 kWh en termes de batterie, ou des foules électriques à 70-75 kWh en termes de capacité de batterie. Alors là, quelquefois, c'est un calcul à faire. Il y a parfois des gens qui repassent du mono-horaire vers le bi-horaire. Moi, par exemple, je vais repasser en bi-horaire parce que je vais bientôt avoir un véhicule électrique. Et donc, étant donné que chaque année, je consomme à peu près actuellement ce que je produis, le véhicule électrique va faire que je vais consommer plus que ce que je ne produis tout au long de mon année. Donc là, j'ai peut-être un intérêt à faire recharger mon véhicule la nuit, à repasser en bi-horaire. Mais c'est un calcul à faire à un moment donné. Il y a peut-être une précision à donner dans la réponse ou... Non, c'est parfait. Mais vous pouvez clairement maintenir votre compensation avec des batteries, pour répondre clairement à la question. Alors, une personne nous dit que ce n'est pas le caractère intrusif le plus gênant, a priori vis-à-vis du compteur communicant. Le problème, c'est que notre compteur ne tourne plus à l'envers. Donc, on va peut-être le répéter encore une fois. Oui, je vais de nouveau répéter le message. Le fait de ne plus avoir de roulette métallique qui tourne dans le sens horlogique, hein, quand ça tourne à l'envers, ça tourne dans le sens horlogique. Le fait de ne plus avoir de roulette métallique et de placer un compteur digital, appelons-le comme ça, un compteur communicant ou un compteur double flux, quelle que soit l'appellation que vous voulez utiliser pour ce type de compteur, la compensation en fin d'année reste. Il n'y a pas de souci. Ça reste jusque quand? Jusqu'en 2030. Est-ce que ça reste jusqu'au 1er janvier 2030? Non. Ça reste jusqu'au 31 décembre 2030. Donc vous avez encore 2024, 25, 26, 27, 28, 29 et l'ensemble de l'année 2030 avec une compensation pour vous qui avez déjà des panneaux photovoltaïques sur votre toit ou les personnes ou les futurs prosumeurs chez qui on va en installer et réceptionner avant le 31 décembre de cette année. Donc le fait de passer un compteur digital ne fait pas que vous perdez votre compensation, elle reste. Il se passe quoi après le 31 décembre 2030 ? Alors, après le 31 décembre 2030, grande question. Alors là, il y a une méthodologie tarifaire au niveau du régulateur qui est généralement publiée tous les 5 ans. Alors là, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal pour vous dire ce qui va se passer après 2030, mais il y a fort à parier qu'après 2030, on se maintienne finalement dans la situation qui aura lieu pour les nouveaux prosumeurs à partir de 2024. C'est-à-dire qu'eux bénéficieront directement de leur installation photovoltaïque et de l'électricité qu'elle produit au moment où ils la consomment. Donc, à partir du moment où, clairement, une installation photovoltaïque, vous allez passer d'un temps de rentabilité à partir du 1er janvier qui va de à peu près peut-être 5 années aujourd'hui pour rentrer dans ses frais de son installation photovoltaïque, 5-6 ans aujourd'hui pour une installation de qualité, on va passer à 9 ou 10 ans. Pour retrouver son investissement, avec des onduleurs qui sont garantis 10 ans et autres, vous voyez déjà qu'il y a une grosse différence. Alors, dans ce cadre-là, ces gens auront tout intérêt à mettre des batteries, justement, pour qu'ils ne perdent pas l'énergie produite par leurs panneaux. Donc, je vous dis, les batteries vont arriver, l'électromobilité, les véhicules hybrides, électriques, vont arriver de plus en plus. Vous savez qu'à partir de 2026, on parle que vous ne pourrez plus changer votre chaudière mazout. Et oui, on en est là. Hein.
Donc ceux qui ont des chaudières à mazout et qui devront la changer à partir de 2026, terminé. Il faudra, soit vous aurez encore droit, à mon avis, à du gaz, parce que généralement certains partis aiment bien le gaz, d'autres auront accès à du pellet, voire encore, évidemment, beaucoup vont passer à l'isolation, bonne chose, et aux pompes à chaleur. Et là, de nouveau, votre consommation électrique va inévitablement augmenter et vos profils de consommation vont changer, et pour vous, et pour les gestionnaires de réseau aussi. Alors justement, le souci avec les batteries, c'est qu'elles n'ont pas assez de capacité. Est-ce qu'on a besoin d'une grosse capacité pour avoir une batterie? Ça dépend de ce qu'on va en faire. Alors là, ça dépend évidemment de votre profil de consommation. Alors il est clair que si vous avez des chauffages électriques, soit convecteurs, soit avec une accumulation où vous avez besoin en hiver d'une capacité pour vous chauffer de 40 à 45 kWh pour une journée, ça va être très compliqué, évidemment, d'avoir des batteries. Alors ça, il vous faudrait caser un demi-container et un investissement de 300 000 €, ce qui, évidemment, ne sera jamais rentable, bien évidemment. Les batteries, par contre, pour ceux qui ont des consommations différentes, vont pouvoir avoir, et là j'attends la nouvelle méthodologie de l'Aqua chiffrée, je précise bien avec les tarifs solaires, vont pouvoir avoir d'autres utilités. C'est-à-dire que, moi ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui mettent des batteries, par exemple, demain, des gens qui vont garder la compensation, s'ils mettent de l'énergie dans leur batterie, il est très possible d'ailleurs que vous mettiez de l'énergie dans votre batterie et qu'on vous rachète cette énergie, votre fournisseur à un moment donné aille jusqu'à vous racheter dans certains pics votre énergie, pourquoi pas, à 20 ou 25 centimes du kilowattheure. Alors on va me dire, oui mais c'est pas beaucoup. Oui, c'est quand même parfois 1 € par jour, notamment parce qu'il lui doit l'acheter à ce moment-là, ce qu'on appelle en spot, c'est très technique, mais au moment des pics du matin et du soir, lorsque les prix sont très élevés, mais à ce moment-là, pourquoi également est-ce que les fournisseurs ou les GRD, si nous les aidons justement en mettant des batteries à mieux équilibrer le réseau et à moins surcharger le réseau, n'interviendraient-ils pas dans les frais d'installation justement de cet équipement ? Tout est sur la table aujourd'hui. Je sais qu'il y a des partis qui demandent autour de la table de la Commission énergie et du gouvernement de subsidier les batteries. On verra un petit peu exactement quelle va être la position du gouvernement, mais il est, à mon sens en tout cas, utopique de pouvoir rentabiliser 40 ou 50 kWh en termes de capacité de stockage de batteries. Attention toutefois, je vais modérer mes propos, sauf si ce sont des batteries de seconde vie. Alors là, on peut trouver des batteries, c'est-à-dire des anciennes batteries qui étaient dans des véhicules électriques, qui peuvent encore très très bien faire le job à ce niveau-là. Et là, vous trouvez des batteries, par exemple, pour une capacité de 10 kWh à 1 500 €. Donc vous voyez que les prix, là, on s'effondre totalement. Elles font encore parfaitement le job, elles sont moins soumises à des contraintes que dans une voiture. Et là, ça reste hyper intéressant, mais on n'a pas encore véritablement d'usines qui aujourd'hui fabriquent et offrent des garanties suffisantes que pour mettre ce type de batterie chez vous. J'espère que ça arrivera très bientôt. On est en contact avec 2-3 startups qui se lancent justement dans ce business model et dans lequel ça va être particulièrement intéressant de les suivre également pour justement offrir la meilleure qualité au meilleur prix possible. Excusez-moi. Est-ce qu'il faut une installation récente pour installer une batterie? On parle ici, à mon avis, d'un onduleur hybride. Alors, est-ce qu'il faut une installation récente? Non, absolument pas. Mais néanmoins, comme tu viens de le mentionner, Rémi, il faudra soit ce que l'on appelle un inverteur, soit un onduleur, en effet, hybride, donc un onduleur qui comprend tout, qui comprend l'inverteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre onduleur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le courant continu en courant alternatif qui peut être exploité évidemment par le réseau, mais le stockage qui va dans votre batterie, il est en courant continu. Donc il faut qu'il puisse faire le chemin inverse, si vous voulez, la conversion inverse. Les nouveaux onduleurs, quasiment tous les onduleurs qui arrivent maintenant sur les nouvelles installations depuis 2 ou 3 ans, sont équipés d'office de ce type de système. Pour les plus anciennes installations, comme chez moi par exemple, il faudrait soit que je garde mon onduleur actuel, mon installation a 12 ans si je ne m'abuse maintenant, 12 ans et demi,
il faudrait que je garde mon onduleur actuel et que j'ajoute un inverteur à côté, soit à ce moment-là, j'attends que l'onduleur tombe en panne et je change à ce moment-là pour un onduleur hybride et j'installe des batteries. Mais donc, est-ce que les anciennes installations de 2009, de 2008, de 2010 peuvent accepter des batteries? Oui, sans aucun problème. Oui. On peut même installer des batteries sans avoir de panneaux solaires. On peut même installer des batteries sans même avoir de panneaux solaires, tout à fait. Quid de l'obligation légale de raccordement au réseau pour les futures maisons voulant être 100% autonomes? Alors, le raccordement, en fait, en termes d'électricité, vous n'êtes... Alors, je vois souvent passer des posts en disant « Oui, mais attention, parce que si vous n'êtes pas raccordé au réseau électrique, votre maison est considérée comme insalubre. » Alors là, mes propos vont être à aller revérifier d'un point de vue strictement juridique, mais en termes notamment d'électricité, ce n'est pas le cas. On connaît des habitations qui existent qui ne sont absolument pas raccordées au réseau électrique. Encore une fois, si vous installez un pack de batteries plus important, rien ne vous empêche de garder votre connexion au réseau électrique puisque vous êtes facturé sur ce réseau en fonction du nombre de kilowattheures que vous allez rechercher dessus. Donc si vous n'avez rien recherché sur le réseau, il peut toujours être là et vous servir en cas de besoin si vraiment vos batteries tombaient à plat. Mais néanmoins, voilà, on pourra demander, si vous le souhaitez, de faire une petite vidéo avec 2-3 personnes que l'on connaît qui, eux, sont pratiquement autonomes en énergie ou même complètement autonomes chez eux et qui se sont carrément déconnectés du réseau électrique. Maintenant, j'en connais également qui ont, en cas de problème, ils ont 30-40 kg de batterie, ont une certaine installation de panneaux photovoltaïques, sont assez économes également, ont mis du LED un peu partout, et en cas de besoin, ben oui, ils ont un groupe électrogène. On va en arriver à ça. Si à un moment donné, ils veulent absolument venir taxer ou augmenter les axes tels qu'on les voit maintenant, les gens vont toujours trouver à un moment donné la parade et des systèmes alternatifs qui ne sont pas nécessairement éco-friendly, mais il faut savoir exactement de la vision dans laquelle on va se poser. Je plaide d'ailleurs pour qu'il y ait pour une fois une vision, notamment dans le photovoltaïque et dans les panneaux, qui soit à long terme, 10, 20 ans, avec une vraie feuille de route, un vrai plan, plutôt que des ajustements tous les 2 ou 3 ans, parce que soit on est juste après les élections, soit on s'en approche dangereusement, et finalement vivoter sans prendre de réelles décisions. Alors j'installe mes panneaux le 12 juillet, faut-il mieux demander d'installer le compteur communicant dès maintenant ou vaut-il mieux attendre l'installation des panneaux photovoltaïques? Alors, normalement, avec la modification de décret qui est en préparation, de toute façon, le compteur communicant sera d'office imposé. Alors, ça dépend aussi de la puissance de l'installation photovoltaïque qui va être installée chez la personne, mais souvent, c'est le moment de faire installer le smart meter. Je reprécise encore, c'est un choix de tout un chacun, mais néanmoins, celui qui veut y passer, c'est le moment, en tout cas idéal, de le faire installer à ce moment-là, au moment où on vient vous installer les panneaux, parce que vous aurez un relevé de compteur directement. Est-ce que chez Ores, l'installation du compteur communicant est payant, et si oui, combien? Alors, chez Ores, l'installation du compteur communicant est totalement, ou non communicant, peu importe si vous décidez de faire annuler ou neutraliser votre fonction communicante, est totalement gratuite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sur leur site internet, vous allez en fait vous enregistrer, prendre rendez-vous directement sur leur site internet chez Ores. Ils vont vous fixer directement une plage de rendez-vous pour venir installer votre compteur. Je parle en connaissance de cause, simplement. Vous choisissez votre date et le matin ou l'après-midi, si je ne m'abuse, ils vous téléphonent directement quand ils arrivent et vous recevez votre facture. Alors oui, c'est bizarre, vous recevez une facture, mais une facture à 0. On vous facture le compteur communicant pour, je pense, 170 €, quelque chose comme ça. Et en dessous, directement, on vient vous déduire les 170 €. Donc, le coût de l'installation est totalement gratuit et de 0. Sauf, parfois, pour les très, très anciens compteurs où il n'y a pas de boîtier adéquat que pour accueillir ce type de compteur. Là, ils peuvent avoir quelquefois des frais. On est loin d'être dans la majorité des cas, c'est une minorité des installations, mais ça pourrait éventuellement arriver. J'ai entendu dire que là, il y avait une action en cours au gouvernement, justement pour que l'équité soit respectée et que Ores ne facture rien, ou tout au moins vraiment des frais extrêmement minimes dans ces cas-là. Alors ici, ce n'est pas une question, c'est une suggestion, mais je pense que la réponse pourrait être intéressante.
il, on ne sait pas de qui il parle, devrait payer l'électricité qu'on met sur le réseau et il devrait nous envoyer l'électricité gratuite dans nos batteries quand le coût de l'énergie est négatif. Alors, je vais prendre la première partie de la question. D'abord, la première partie Ouais. qui est il devrait nous rémunérer pour finalement notre production photovoltaïque. Alors oui, ça c'est le système qui est mis en place en France, mais ils n'ont pas de compensation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le fournisseur qui va vous rémunérer au moment où vous produisez, vous produisez généralement en journée. Vous produisez le plus, on va donner une plage horaire, sauf pour ceux qui décrochent, excusez-moi encore, mais il faut les préciser, entre 11h et 14h. C'est généralement là qu'il y a un pic de production solaire sur le pays, et donc, généralement, les prix de l'électricité, spécifiquement le week-end, mais les prix sont inférieurs à la tranche du matin et du soir, si vous me suivez toujours bien. Donc un fournisseur avec ses frais administratifs va peut-être vous payer, allez, en criant fort, 5, 6, 7 centimes du kilowattheure, mais quand vous allez, avec ce système, si c'est le même système qu'en France, quand vous allez rechercher des kilowattheures sur le réseau, vous allez les repayer virtuellement plein pot. Donc, clairement, pour l'instant, c'est la compensation qui reste bien évidemment le plus intéressant par rapport à un système de paiement pour ce que je produis et de facture pour ce que je consomme. La deuxième partie de la question, Rémi. Ouais. Donc c'était il devrait nous envoyer l'électricité gratuite dans nos batteries quand le coût de l'énergie est négatif. Alors là, on en revient de nouveau à ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Il n'est pas impossible que des fournisseurs d'énergie soient intéressés par intervenir financièrement dans le placement des batteries, puisque, en effet, plutôt que d'aller acheter l'électricité à 100 €, 150 ou parfois 200, 250 € pour 1000 kWh et fournir les pointes de consommation du matin quand vous allumez les cafetières et autres, on voit une pointe de consommation ou les chaufferettes dans les salles de bain, ce qui va avec, ou les pointes du soir lorsque l'on cuisine, eh bien, il est tout à fait possible à ce moment-là pour les fournisseurs de charger votre batterie, même si on n'annonce pas du très bon temps le lendemain, durant la nuit au moment où l'électricité est bon marché, et de la réinjecter au moment où elle est la plus chère, et de vous rémunérer pour ça, en termes justement de paiement d'une partie de votre batterie. Et donc ici, justement, après 2030, il sera possible avec le compteur double flux de voir ce que l'on réinjecte sur le réseau. Donc il faudra absolument autoconsommer ou utiliser une batterie. Oui, après, donc à partir du 1er janvier 2031, on va le caractériser comme ça, pour être tout à fait précis, oui, c'est le cas. Aujourd'hui, il est déjà possible avec le compteur communicant de voir ce qu'on prend et ce qu'on injecte sur le réseau pratiquement en temps réel avec un simple petit boîtier qu'on vient brancher dans le compteur et que vous commandez, que vous pouvez piloter directement de votre smartphone. Ça reste assez intéressant, notamment par exemple si vous avez un véhicule ou bientôt un véhicule hybride ou électrique, ça vous permet de recharger votre batterie. Alors c'est assez intéressant aussi pour les gens qui par exemple décrochent fréquemment. Le fait que votre voisin ait mis des panneaux, parfois ça vient perturber votre propre installation. Oui, ça c'est clairement le cas. Maintenant, si votre voisin ou 2 maisons plus loin est équipé d'un véhicule électrique avec une borne de recharge, dès qu'il recharge, ça contribue à baisser également, à réduire la tension et parfois à résoudre les problèmes. Donc, c'est compliqué de gérer un réseau électrique, hein. Je ne vous le cache pas, il y a 10 ans, j'avais beaucoup moins de feedback et de connaissances là-dedans, mais aujourd'hui, je sais que c'est assez compliqué. Mais néanmoins, encore une fois, on paye pour ça. Et donc, à partir du moment où on paye, on est en droit également, évidemment, d'attendre un service adéquat. Alors mon onduleur décroche à 249 volts à la place de 253. Que puis-je faire ? Alors, ça, éventuellement, si votre onduleur décroche à partir de 249 plutôt que 253, il est peut-être possible que vous ayez une ancienne installation. Une ancienne norme. Une ancienne installation dont l'onduleur est toujours aux anciennes normes, donc il n'est pas la norme. Alors, c'est technique, ne retenez pas ça, mais C1011 au niveau de Synergrid. Et donc, à ce moment-là, un électricien peut venir vous remettre votre onduleur, vous reparamétrer votre onduleur aux nouvelles normes. On a déjà des gens chez qui ont réglé leur problème de décrochage uniquement en changeant la norme, mais encore une fois, j'insiste, en restant dans la légalité des normes de Synergrid, c'est-à-dire maximum 253 volts. N'oublions pas non plus qu'on a toujours, on pointe les prosumeurs en se disant il décroche à partir de 253 volts. C'est vrai, c'est inacceptable. Vos voisins qui n'ont pas de panneau, et ça c'est le pire pour les gestionnaires de réseau, leurs appareils électriques prennent également du 253 volts. Hein.
ce qui n'est pas évidemment des plus recommandés, ou parfois du 255, parfois du 260 en termes de voltage. Pourquoi mon GRD m'impose d'installer un compteur communicant avant de venir pour intervenir sur mon décrochage? Parce que sinon il n'y a pas de mesure. Alors on pourrait me dire, oui, mais on peut directement mettre des appareils de mesure, soit chez le particulier. Alors, ils n'ont pas un nombre. On parle en termes de décrochage de dizaines de milliers d'installations. Hein. Alors, au début de cette année, ils étaient encore dans le déni au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils savent que ça décroche évidemment de partout. Je vais vous donner un chiffre. Orez, rien que pour les 3 premiers mois et demi, si je ne m'abuse, de cette année, ils corrigeront si jamais ce n'est pas le cas, mais pour les 150 premiers jours de cette année 2023, a reçu 12 000 demandes de raccordement d'installation photovoltaïque. 12 000 en 3 mois, uniquement chez Orez. Vous ajoutez RESA, vous ajoutez les autres GRD, et vous vous rendez très vite compte qu'on va arriver fin de cette année avec 60-70 000 nouvelles installations sans aucun problème dans le courant de cette année 2023. Et donc, ils n'ont évidemment pas assez d'appareils de mesure. Et commander des appareils de mesure pour venir vous les retirer une semaine après pour aller mettre chez quelqu'un d'autre, il faut que les mesures soient faites sur un plus long terme pour voir exactement où est le souci. Donc, ce n'est pas vraiment la panacée. Et le mettre à la cabine ne permet pas, on va voir évidemment les surtensions au niveau de la cabine électrique, pas de problème à ce niveau-là, c'est très bien, mais ils ont déjà leurs propres appareils de mesure au niveau de la cabine, mais néanmoins, encore une fois, si la tension augmente à la cabine, ça ne veut pas dire que l'ensemble des prosumeurs de la rue décrochent, ou tout au moins pas tous au même moment, ni voire encore ne décrochent pas du tout. Donc la seule unité qu'ils ont pour mesurer les tensions réelles chez vous, ce sera évidemment en recevant les données une fois par jour la nuit, comme je vous l'ai expliqué, de vos données de compteur communicant. Et là, en fait, vous avez même la preuve, chez vous, direct, en plus de vos monitorings, parfois qui pourraient être contestés d'installation de vos onduleurs et de votre installation photovoltaïque, vous avez à ce moment-là, je vous dis encore une fois, un tout petit appareil qui peut se brancher directement sur le port P1 du compteur communicant, vous avez les preuves clairement que votre onduleur décroche. Est-ce qu'il y aura des tarifs d'injection après 2030 ? Alors, est-ce qu'il y aura, ça c'est encore une inconnue, est-ce qu'il y aura des tarifs d'injection après 2030 ? Encore une fois, il a été imposé par l'Union européenne absolument de ne pas taxer ni quoi que ce soit. Alors là, on parle de tarifs et pas de taxes, hein, je corrobore la question. Mais il est question clairement de ne pas avoir de tarifs, en tout cas contraignants. Aujourd'hui, les tarifs, il y en a uniquement pour les grandes installations, les grands parcs photovoltaïques, ce qu'on appelle de l'industriel, et ou les éoliennes, si je ne m'abuse, mais ce sont des tarifs qui sont, allez, on va appeler un chat un chat, extrêmement faibles par rapport au rendement de ce type d'installation. Croyez-moi, c'est au départ, je pense même qu'elles avaient été décidées uniquement pour payer les frais du régulateur au niveau de la Wallonie, et ça, c'était les grandes installations qui le payaient. Mais intrinsèquement, c'est vous aussi au travers de votre facture, bien évidemment. Donc non, pour moi en tout cas, je vois mal arriver un tarif d'injection à partir de 2030. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est le régulateur, c'est l'AQAP qui décidera avec ou sans avis politique ou avec ou sans volonté politique, même si, bien évidemment, voilà, l'AQAP se revendique, et à juste titre d'ailleurs, comme totalement indépendante. Alors, quid de la rentabilité après 2024 d'une installation photovoltaïque ? Le prix des installations vont-elles chuter fortement et doit-on dimensionner l'installation différemment si on installe après cette date ? Alors, il va y avoir évidemment une chute drastique dans les carnets de commandes. Hein. Alors ça, c'est très clair. On va avoir, et encore une fois cette année, on a ce qu'on appelle, dès qu'on met un moratoire, comme on appelle ça, on a systématiquement un appel d'air. Et donc, on va avoir beaucoup d'installations cette année à partir du 1er janvier 2024. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si aujourd'hui, le temps de retour sur investissement pour une installation photovoltaïque de qualité, hein, j'insiste toujours bien là-dessus, et avec un prix correct de 5 à 6 ans actuellement pour cette année 2023, on va être à peu près à 9-10 ans pour une installation à partir de 2024. Alors aujourd'hui, vous savez qu'en Flandre, il n'y a déjà plus de compensation, donc les Flamands n'ont absolument plus de compensation, et c'est d'ailleurs pour ça que 8 nouvelles installations sur 10 en Flandre, statistiques, ont et font installer des batteries accompagnées de leur installation photovoltaïque. Une installation photovoltaïque moyenne, aujourd'hui, elle vaut entre
8 et 10 000 euros. Alors tout dépend évidemment du taux de TVA et autres. On va prendre une fourchette, 8 à 10 000 euros. La même installation il y a 10 ou 12 ans d'ici en valait 20 ou 21 000. On payait le double. Alors oui, évidemment, on avait des certificats verts, mais sinon, on n'a jamais aucune technologie comme ça qui se serait lancée chez nous sans soutien, bien entendu. Mais voilà, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, l'installation en 2023 coûte moins de la moitié du prix qu'elle coûtait en 2010 ou encore en 2011. Et donc, aujourd'hui, vous ajoutez 5 ou 6 000 euros et pour 13 ou 14 000 euros, vous avez panneau, vous avez batterie. Voilà, donc ça, c'est vraiment le modèle, en tout cas, à partir de 2024. Alors, quel est l'intérêt d'un compteur communicant si la fonction communicante peut être désactivée? ORES devra alors venir faire des relevés, n'est-ce pas un peu paradoxal? Ah, c'est complètement paradoxal, et quel est l'intérêt? Il n'y en a pas. Mais néanmoins, lorsque nous avons, entre guillemets, lorsque nous avons obtenu le jugement devant la Cour d'appel, le deuxième jugement dans le cadre justement du fameux tarif prosumeur, c'était en 2018 si je ne m'abuse, en fait, ils avaient tellement modifié les lois qu'on n'a plus su... en fait, ils avaient fait les lois en fonction de leurs tarifs, clairement. Hein, ils avaient fait des modifications du décret à ce niveau-là pour que le tarif passe cette fois-ci devant la Cour d'appel de Liège, ce qui a été le cas, mais néanmoins, la Cour d'appel a quand même mis une contrainte, c'est-à-dire d'avoir une capacité de déploiement des compteurs double flux, donc non communicants à l'époque. Et encore une fois, je pense que c'est surtout écolo, sans trop m'avancer, mais qui au niveau du gouvernement souhaite que l'on maintienne une possibilité de ne pas activer la fonction communicante au niveau du compteur, justement pour une question qu'il juge de quelque chose d'intrusif et autres. Voilà, mais c'est simplement pour vous donner un petit peu un feedback du dossier. Il n'y a aucun intérêt à ne pas activer la fonction communicante, mais encore une fois, je comprends les personnes qui pourraient à un moment donné avoir des réticences. En fait, généralement, les réticences viennent de quoi? Souvent, c'est d'un manque de pédagogie et d'explication. On doit parfois faire le boulot de pas mal de personnes et vous expliquer les choses telles qu'elles sont, alors que si ça venait quand même et si tout le monde pouvait se coordonner, ce serait quand même, je pense, beaucoup plus facile pour tout le monde, fournisseurs, GRD, ASBL, Biprosumer et surtout vous les consommateurs. Alors, une question méthodologie tarifaire 2025-2029. Oui. La Coap décide de la redevance pour le transport. Sur quelle base détermine-t-il les tarifs de transport et ceux-ci vont-ils augmenter? Quand saurons-nous l'envergure de l'augmentation après ou avant les élections 2024? Alors, juste pour préciser une chose, la Coap ne décide absolument rien en termes de transport. Ce qu'on appelle le transport, c'est la haute tension. Donc la haute tension, c'est Elia, et qui est le régulateur d'Elia? C'est la CREG. Je ferme la parenthèse. En fait, je suppose que monsieur, madame voulait parler de distribution, des tarifs de distribution. En fait, comment est-ce que ça se passe lorsque la Coap sort une nouvelle méthodologie tarifaire? Je suppose que le président de la Coap viendra me corriger si jamais, ou me demandera peut-être un petit contredit si jamais je me trompe, mais parce que je ne fais pas partie de ces négociations-là. Les GRD, en fait, les gestionnaires des réseaux de distribution, viennent avec un souhait et un plan en termes d'investissement et de moyens dont ils vont avoir besoin. La Coap, le régulateur, calcule si oui ou non les moyens qu'ils ont demandés correspondent finalement aux travaux qu'ils vont effectuer et finalement au boulot qu'ils vont faire directement. À partir de ce moment-là, la Coap leur octroie la possibilité de demander tel ou tel tarif, c'est ce qu'on appelle les tarifs régulés. Il existe également, au niveau des GRD, des tarifs dits non régulés. C'est-à-dire que là, c'est le gestionnaire de réseau qui fixe librement les tarifs. Il ne touche pas votre facture d'électricité, ces tarifs-là. Ce sont généralement des tarifs de chantier, de déploiement de tresses par mètre, d'adaptation ou de déplacement des compteurs. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle les tarifs non régulés. La Coap vraiment va vers les tarifs régulés et en fait octroie ou demande une réduction des frais demandés par les GRD. Ce qui a d'ailleurs été le cas dernièrement. Hein. C'est-à-dire que les GRD ont dû se justifier des moyens supplémentaires qu'ils allaient demander pour moderniser le réseau de distribution,
Parce que la Coap leur a dit, clairement, c'est d'ailleurs ça qui a mis une certaine tension, et vous avez d'ailleurs pu peut-être le lire par voie de presse, entre la Coap et les GRD, parce que les GRD ont refusé de valider les plans de financement, la Coap a refusé de valider les plans de financement des GRD, et la Coap leur a dit, écoutez messieurs, notamment vous chez Ores, vous avez 170 millions qui n'ont pas été dépensés dans le cadre de la crise Covid et autres, et donc je demande que ces 170 millions-là soient d'abord affectés à de l'amélioration du réseau, ou soient déduits de ce que vous venez me demander, parce que vous avez des moyens directement applicables et disponibles. Et donc voilà, le rôle du GRD, du régulateur, c'est ça, c'est d'octroyer, en fait, les GRD travaillent ce qu'on appelle à enveloppe fermée, donc ils ont une certaine somme par année, pendant 5 ans. Et ils doivent faire les investissements qu'ils ont promis avec ce type de somme, sinon le régulateur est là pour venir leur rappeler leurs obligations de service public derrière. Alors, serait-il possible d'avoir un exemple de courrier à adresser au ministre Henry pour contester la décision du refus du facteur K ? Alors, ce courrier existe. Ce courrier, si je ne m'abuse, est à disposition sur le site internet. Alors, on remettra le lien pour tout le monde, parce que je crois que beaucoup ne l'ont pas encore découvert. On avait envoyé une newsletter, mais voilà, vous savez, parfois les newsletters, c'est très bien par email. Nous, on a encore de la chance, c'est que généralement, je vous assure, dans les dernières statistiques qu'on a eues, c'est que 35 personnes sur 100 l'ouvraient. Alors, vous imaginez, on vous représente en justice aussi pour bon nombre parfois d'entre vous au travers de certificats verts. Et donc, on renverra à ce moment-là de nouveau le lien. Mais sinon, vous pouvez demander directement ce type de courrier, ces courriers types, au secrétariat, donc à l'adresse secrétariat@biprosumer.be. Mais on préfère quand même reposter le lien, parce que sinon, notre pauvre secrétaire Christian reçoit 300 ou 400 d'emails en un jour, et voilà, il est à la limite du burn-out. Notre Christian, il aime encore bien d'aller se promener un petit peu avec son épouse aussi, donc voilà. Alors, quid de la rentabilité en 2024 ? Ça, on l'a déjà posé, donc je passe à la suivante. Alors, avez-vous étudié l'intérêt de placer des éoliennes pour les particuliers ? Elles bénéficient plusieurs questions, hein. Elles bénéficient toujours de certificats verts, alors que nous, non. C'est un scandale. Alors, les éoliennes, les petites éoliennes qui peuvent être placées chez des particuliers, alors non. Alors, vous en voyez en fait très peu. Alors, je sais qu'il y a eu de genres d'éoliennes qui ont été fixées aux pignons de maison dans le nord de la France et autres. C'était une arnaque, hein, en plein. Enfin bon, ça provoquait des vibrations dans les murs de la maison et autres. Il ne faut surtout pas aller placer ce genre d'éoliennes. On a par contre des éoliennes de moyenne puissance. Vous avez peut-être déjà vu, qui tournent sur un axe véritablement, vraiment comme une rotation. C'est ce qu'on appelle, je pense que le fabricant est Fairwind d'ailleurs, qui se situe pas très loin de Charleroi. Là, on est quand même dans un produit qui est nettement mieux fini. Moi, je l'ai vu tourner, c'est quand même autre chose. Et bon, on n'avait pas à installer ça dans votre jardin, il faut un permis d'urbanisme et autres, ça monte à 20 ou 25 mètres de haut, 30 mètres, je ne sais pas exactement. Mais donc les éoliennes pour les particuliers n'ont pas vraiment d'intérêt, et clairement, je vous assure que ça ne fonctionne que de manière extrêmement aléatoire. Je n'irai pas quand même placer ce type d'installation chez moi. Quand je vois déjà ici, pour ceux qui connaissent, au CHR de Namur, donc à l'hôpital de Namur, ils nous ont mis une espèce d'arbre à vent devant la porte d'entrée du CHR de Namur. Je n'ai jamais vu cet arbre qui est censé produire de l'électricité qui coûte pas loin de 200 000 € tourner, ni à mon avis produire 10 kWh en un jour, quoi. Voilà. Alors, lorsque nous avons le compteur communicant, la taxe prosumer est-elle toujours forfaitaire ? Sinon, est-ce automatiquement pris en compte ? Alors, la taxe, le tarif prosumer est d'office forfaitaire, où il va rester forfaitaire, mais néanmoins, le compteur communicant, en fait, que va faire le GRD ? Il va calculer votre tarif prosumer sur votre prélèvement brut. Donc, concrètement, il est très probable que vous n'atteigniez pas les 37% d'autoconsommation, entre guillemets, que la Coap a calculé, qui vont d'ailleurs, théoriquement, à partir de 2025, passer à 40%. Vous ne les atteindrez probablement pas, je pense, mais donc, dans ce cadre-là, si vous avez un compteur, comme chez moi, un compteur double flux communicant, eh bien non, vous ne payerez pas, vous ne serez pas pénalisé, ce sera automatiquement la plus petite valeur
entre votre calcul d'autoconsommation ou le forfait qui va être pris en compte. Donc vous ne pourrez pas être pénalisé. Alors j'ai eu des décrochages le matin à cause de sous-tension. Est-ce qu'on est dans la même problématique qu'avec les surtensions pendant les heures solaires? Est-ce que vous êtes au courant de ce genre de problématique? Oui, alors autant on parle des surtensions et des décrochages d'onduleurs, autant je puis déjà vous garantir que les sous-tensions sont un autre problème qui va arriver. Les sous-tensions, je pense que j'ai ton frère, hein, Rémi notamment, où quelquefois il a mesuré sa tension à 190 volts. 190, à la place de 230. Hein. Et donc oui, clairement, les lampes dans la maison scintillent. Il n'y a pas assez à ce moment-là d'électricité qui arrive jusqu'à sa maison, ce qui provoque évidemment une baisse de tension. Là, clairement, celui qui, en plus d'avoir des surtensions à un moment donné, a des sous-tensions chroniques, là, clairement, il n'y a pas 36 solutions à mon sens. Il va tout doucement falloir penser à changer le câble des cuivres, le cuivre des câbles, pardon, et notamment changer le diamètre des fils, parce que le réseau doit là clairement être modernisé. Mais avec, évidemment, c'est pour ça qu'ils veulent mettre un tarif incitatif. Si dans 5 ans, on a un parc automobile qui passe à 30 ou 35% déjà d'électricité, et qu'en rentrant chez soi, tout le monde met charger sa voiture à 18 heures, on va clairement avoir des sous-tensions. Et je ne vous parle même pas du fait que vous ne risquez de ne plus avoir de tension du tout si on ne prolonge pas les réacteurs nucléaires, parce que je vois mal, évidemment, qu'on puisse arriver à subvenir aux besoins que l'on va avoir en termes d'électricité en fermant ces malheureux réacteurs. Les kilowattheures produits en excès en été nous seront-ils payés après 2030 et si oui, à quel tarif? On revient de nouveau à une question un peu dans le même genre qu'on a posée tout à l'heure. Ça, ce sera éventuellement des tarifs qui pourraient être rachetés. Alors, à partir de 2024, celui qui fait installer des panneaux photovoltaïques pourra déjà conclure avec son fournisseur clairement un prix de rachat avec son fournisseur d'énergie pour ces kilowattheures, entre guillemets, qui ne stocke pas ou qui ne sait pas utiliser au moment où il les produit. Donc ça, ce sera déjà le cas. Alors, est-ce que ce sera toujours le cas en 2030 ? Et je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas vous le dire. Plus que probablement, on va rester dans ce type de choses relativement dynamiques, ou alors d'ici là, on pourra peut-être intégrer ce qu'on appelle une communauté d'énergie et finalement revendre son excédent de production à un tarif préférentiel à ses voisins, qui vous sera bénéfique à vous, mais aussi aux voisins, parce qu'il ne devra pas le payer au même tarif que s'il prélevait chez son fournisseur. C'est un petit peu le principe des communautés d'énergie. Et donc, dans ce cadre-là, pourquoi pas, ça pourrait tout à fait être possible d'être rémunéré, clairement, à partir de 2030. Alors, j'ai une personne qui dit, dans ma rue, on a changé le câble et on a quand même encore des décrochages. Alors, je pense qu'il y a une confusion entre changer le câble et changer la phase, peut-être. Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on a un décrochage, qu'on est en monophasé? On appelle son GRD et à ce moment-là, il propose de mettre le compteur communicant ou pas. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais tu peux peut-être répondre, parce que c'est toi qui suis le dossier, donc vas-y, je à ton peux répondre. aise. Donc en fait, le GRD, donc il y a 3 possibilités. Donc vous avez une phase peut-être un peu... vous êtes sur une phase qui est surtendue. Si vous avez de la chance, les 2 autres ne le sont pas. Donc, il va vous connecter, si vous êtes en monophasé, dans la rue, à la cabine, à une autre phase et voir si la tension est plus acceptable pour pouvoir recevoir l'énergie que votre installation produit. Si ce n'est pas le cas sur le 2e essai, vous avez encore un 3e essai, puisqu'il existe 3 phases. Et si sur la 3e phase, ça ne marche pas non plus, là, il va falloir soit trouver des solutions à l'intérieur, en deçà du compteur, aller voir ce que nous proposons sur le site internet pour essayer de mitiger, mais ce sont toujours des installations, ce sont toujours des solutions temporaires qui ne fonctionnent pas nécessairement pour les décrochages qu'on appelle hardcore. Il est possible de recabler aussi son coffret électrique quand on est par exemple en triphasé. Si on a une phase qui est un peu tendue, il est conseillé peut-être de mettre tout ce qui est gros consommateur comme pompe à chaleur, ou la piscine, la voiture électrique en monophasé sur la phase qui pose problème pour essayer de lui faire descendre sa tension de cette phase-là. Si vous n'êtes pas de métier, faites appel à un électricien. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le problème avec les onduleurs triphasés, c'est que si même vous avez une phase
qui est un peu surtendu, il va s'arrêter complètement et vous ne pourrez pas réinjecter non plus sur les 2 autres phases. Donc il y a plusieurs choses à faire. Ce n'est pas toujours simple. Il y a des solutions, c'est temporaire. Si l'environnement à l'extérieur change, ça peut ne plus fonctionner. Donc voilà, c'est des sparadraps sur des jambes de bois. Mais chez certaines personnes, ça fonctionne. La première chose, c'est de contacter son GRD de toute façon. Oui. Et de s'enregistrer pour son décrochage sur notre Et de site internet. s'enregistrer pour son décrochage sur notre site. Idem pour vos voisins. Parce que parfois, c'est une personne de la rue qui est membre qui vient signaler son décrochage. Mais pour nous, il n'y a qu'une personne dans la rue, théoriquement, qu'une personne qui a des panneaux qui décroche. Voilà, alors souvent on revient avec la réflexion, ah oui, mais les autres vont devoir être membres et donc ils doivent payer 10 €. Oui, mais bon, moi je ne peux pas faire vivre une SBL et un site internet. Voilà, sur mes propres données non plus, je pense qu'on donne déjà et on a déjà assez donné. Et donc, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait laissé les cotisations à 10 €, c'est-à-dire au minimum. 10 € par an. Hein. Possible, c'est 10 € par an. Oui, voilà. Donc, quand on dit 10 €, c'est souvent par voilà, mois. maintenant, Non, c'est par an. On va essayer également de retourner et peut-être, pourquoi pas, faire des séances d'information par commune. Justement dans les communes les plus affectées, en compagnie des GRD, pour justement venir, parler de Biprosumer, parler des solutions qu'on peut proposer, parler de tests. Éventuellement, on a déjà des tests qui sont en cours ou qui vont avoir lieu, notamment avec différents GRD, pour justement aider à ce que ces onduleurs ne décrochent plus, ou tout au moins déterminer les causes, et que les réparations, ou tout au moins les mises à niveau du réseau, puissent être actées et formalisées. Voilà, on va terminer peut-être par des questions purement Biprosumer. À quoi va servir la trésorerie disponible de notre ASBL étant donné la fin des procédures judiciaires? Et alors la suggestion de la personne juste après me paraît très bien. Je trouverais tout à fait normal que vous perceviez un salaire. Je croyais d'ailleurs que c'était le cas. Donc non, nous sommes bénévoles. Et à quoi va servir l'argent sur les comptes? Alors, concernant le bénévolat, ben oui, voilà. Donc ça fait, oui, pour ma part, depuis 2013, on est bénévole. Certains administrateurs sortants cette année, ils étaient aussi avec moi depuis 2013. Tout le monde, l'ensemble des administrateurs sont totalement bénévoles dans cette ASBL. Donc oui, parfois on prend des congés. Pour aller assister à différentes choses, à les auditions au Parlement. Ben voilà, moi je dois prendre congé une après-midi, je vais au Parlement avec Rémi pour l'accompagner. Voilà, c'est des choses. Mais j'estime que quand on s'est investi dans quelque chose, on le fait à fond, on ne le fait pas. Alors à un moment donné, je n'ai pas dit que j'allais encore rester 10 ans. Je vous rassure, je vous en ai déjà parlé il y a quelques années d'ici. Tout doucement, je pense que voir toujours la même tête, il faudrait peut-être un renouveau aussi. Et voilà, il n'est pas impossible que dans les prochains mois, les prochaines années, je ne cède également la main clairement au niveau de l'ASBL. Alors, les procédures judiciaires, que va devenir en fait cet argent? C'est fixé statutairement. Il reste dans l'ASBL, sauf si elle devait en fait être dissoute. Et donc à ce moment-là, les fonds doivent être réaffectés directement à une ASBL qui a une cause plus ou moins commune avec la nôtre et pourrait être transférée. Alors, est-ce que réellement les procédures vont s'arrêter? Je vous ai parlé tout à l'heure justement de la ventilation des coûts. Nous demandons, étant donné qu'ils changent d'avis comme de chemise quasiment tous les 6 mois, ou qu'il y a des modifications de décret ou des nouvelles choses qui arrivent, nous demandons énormément d'avis juridiques à nos conseils. On leur fait étudier des textes et autres. Ce n'est pas uniquement le fait d'aller plaider évidemment devant un tribunal. C'est beaucoup plus profond que cela parce que les textes sont extrêmement techniques, sont extrêmement difficiles parfois à comprendre. Il suffit d'une virgule qui modifie tout le sens d'une phrase avec des interprétations clairement différentes. Et en fait, voilà, l'argent qui est là, croyez-moi, présent dans les caisses, c'est également dissuasif. Alors c'est dissuasif pour qui? C'est dissuasif pour certaines autres parties qui voudraient à un moment donné passer en force sur certains dossiers. S'il n'y a pas de fonds dans la SBL Biprosumer pour à un moment donné revenir et dire attention parce que si vous touchez à ça, là à ce moment-là on va directement en justice. C'est un petit peu comme les bombes nucléaires. Il y a plusieurs qui en ont. Prions bon Dieu que personne ne s'en serve jamais, mais c'est vraiment du dissuasif qui nous permet de dire à ce moment-là, attention, parce qu'à ce moment-là, on va aller contester cette décision de justice. J'ai les moyens de le faire et j'ai aussi les moyens à ce moment-là
pour contrer votre volonté ou votre décision de communiquer. Et donc, la communication peut également être quelque chose d'extrêmement important parce que la communication permet d'informer. Si demain, il n'y a plus d'SBL Biprosumer, d'ici à 2025 ou 2026, aux prochaines élections, je vais bien mettre ma main à couper ici, vous n'avez plus de compensation ni de compteur qui tourne à l'envers. Aujourd'hui, c'est clair. Voilà, je pense qu'on touche un peu à la fin parce qu'on a coupé l'air conditionné, on est en train de brûler ici. Donc, on va clôturer ici cette Assemblée Générale 2023 et je pense que c'est une bonne expérience qui a été fort appréciée, je vois dans les commentaires, ça me paraît clair, c'est un discours vrai, il n'y a pas de langue de bois ici. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est un exercice intéressant à faire. À l'année prochaine ou à bientôt, de toute façon, dans les Biprosumer TV. Oui, ou alors on pourra peut-être même réitérer cet exercice, je pense, oui. voilà, peut-être ponctuellement, vraiment répondre à vos questions, parce que parfois il y a de la frustration, vous envoyez des questions, on n'y répond pas toujours, mais vous savez, hier on avait normalement un conseil d'administration, je suis venu m'asseoir 1 heure, on a dû l'écourter parce que voilà, ma fille avait CE1D de sciences aujourd'hui, et voilà, pour la petite histoire, j'ai dû rentrer pour aller vite revoir 2-3. Je vous assure que j'en ai un peu marre des pressions et des Pascal et de tout ce qui va avec, et des Newton et autres. Ça fait longtemps que je n'avais plus vu ça. Et donc voilà, on prend aussi sur notre temps, mais c'est toujours intéressant parfois de pouvoir répondre à vos questions comme ça en direct. Encore une fois, le 6 juillet, à partir de 14h, on vous refera un post et on va systématiquement, vous pourrez nous suivre directement lors de l'audition devant la commission énergie du Parlement wallon, justement sur la problématique tout à fait spécifique des onduleurs. On ne va pas parler de certificat VNR, mais c'est vraiment les décrochages d'onduleurs qui vont être abordés. Et une chose, moi, que je peux aujourd'hui m'engager devant vous, c'est en effet mieux vous informer et ne pas uniquement vous informer que via Facebook. Là, je ne peux pas remettre cette responsabilité sur une autre personne que moi. Normalement, c'est moi qui ai une grande partie de la communication en termes de responsabilité dans la SBL. Et donc là, en effet, ce que l'on va essayer de faire, ou ce que je m'engage plutôt à faire vis-à-vis de vous, c'est une newsletter mensuelle qui devra partir tous les mois avec d'éventuelles nouvelles, des demandes, parfois des questions qui nous sont venues dont on juge au secrétariat qu'elles pourraient bénéficier à d'autres personnes. Je pense que ce sera beaucoup mieux et ça me permet également de maintenir le contact et de se dire, ok, voilà, aujourd'hui, je ne paye pas une SBL pour rester sans nouvelles. On est toujours là, on est toujours bien présent. C'est pas qu'on est moins actif qu'avant, c'est simplement qu'avant, lorsqu'on s'est créé en 2013, on avait un dossier, c'est le dossier des certificats verts. 10 ans plus tard, il est toujours là. Et nous avons 4 ou 5 dossiers majeurs qui sont venus se greffer en plus dessus, avec un nombre d'administrateurs qui n'a pas grossi. Et donc, on a une surcharge clairement à certains moments qui apparaît. Donc voilà, ça c'est un engagement que moi, en tout cas, je prends devant vous. Et une automatisation également du site internet, ça c'est prévu par le conseil d'administration, avec une intégration complète, les cotisations et autres, normalement, en tout cas pour la fin de cette année, je veux qu'elles puissent être payées directement en ligne, avec QR code, que vous puissiez avoir accès directement au téléchargement de formulaires, directement sur votre espace membre en vous connectant avec votre smartphone et autres, l'accès total à l'information, la plus-value d'être membre de la SBL Biprosumer. Et en tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient là aujourd'hui, ceux qui n'ont pu être présents et qui regarderont la vidéo en différé. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée et encore une fois, comptez sur nous. Bonne soirée.